Alors, dans l'activité 8, on s'intéresse à un astronome qui a vu un corps céleste A et puis plus tard un corps céleste B à n jours d'intervalle. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir dans combien de temps est-ce qu'il pourra observer les deux corps le même jour, sachant que le corps céleste A a une période de révolution de 180 jours et que le corps céleste B a une période de révolution de 186 jours. Donc, on veut que vous justifiez la modélisation du problème par l'équation 180u moins 186v égale n. Donc là, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on est le jour de l'observation du corps B, quand est-ce qu'on pourra le réobserver? C'est dans 186 jours, éventuellement un multiple de 186 s'il fait plusieurs tours, mais avant qu'on le revoie. Mais en tout cas, c'est un multiple de 186. Pendant ce temps-là, le corps céleste A va faire des périodes de 180 jours. Même chose, il peut en faire plus d'une, donc 180 fois U. Mais il ne faut pas oublier que le temps qu'on observe le corps céleste B, il y a déjà N jours qui se sont écoulés. Donc on devra... le problème se modélise par cette équation 186V égale 180U moins N. Et si on réorganise un petit peu ces termes, donc on fait passer 180 par ici et n de l'autre côté, on obtient cette équation-là. Alors maintenant, on vous donne dans une partie B des entiers du type 180x moins 186y pour différentes valeurs de x et y. On vous demande si dans le tableau, vous pouvez observer une symétrie. Alors, ce qu'on peut observer dans le tableau qui vous est donné, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un 0 au centre, et puis ensuite, à chaque fois, à l'opposé du 0, vous allez avoir la même valeur absolue, juste le signe change. Donc là, par exemple, on voit 6 de l'autre côté du 0, moins 6, 186 de l'autre côté, moins 186, moins 180 de l'autre côté, 180, etc. On peut s'éloigner de cette façon-là. Donc ce qu'on peut noter comme symétrie, c'est éventuellement, on peut le dire comme ça, une symétrie centrale, mais opposée. Alors, je ne sais pas trop comment le formuler autrement, mais voilà. Alors ensuite, on vous demande quels sont les 4 plus petits entiers strictement positifs du tableau. Donc c'est 6, 12, 18 et 24. Quelle conjecture on peut faire sur les entiers du tableau? En observant déjà ce qui se passe sur ces 4 premiers entiers, on observe que c'est tous des multiples du 6. Et puis si on va vérifier cette conjecture sur d'autres entiers, on s'aperçoit que ça a l'air d'être le cas pour tous les entiers du tableau. Maintenant, on vous demande de démontrer que 180x moins 186y est toujours multiple de 6. Bon, là, il suffit de factoriser par 6 cette expression. On obtient 30x moins 31y, qui est bien un entier, puisque x et y sont des entiers. Donc, on a démontré que 180x moins 186y est bien divisible par 6. On vous demande si l'astronome a vu A 7 jours avant B, pourra-t-il observer les deux corps le même jour? Donc là, euh, la réponse est non, puisque vous avez 6 qui ne divise pas 7. Or, si, donc là, avec ce qu'on a vu au début, les entiers du tableau, en fait, correspondent au nombre de jours qui séparent l'observation des deux astres. Or, ce qu'on a vu, c'est que les jours, d'après le tableau, les jours qui séparent les deux astres sont des multiples de 6. Donc, votre n ne pourra pas être égal à 7, puisque 6 ne divise pas 7. 7 n'est pas un multiple de 6. Maintenant, si l'astronome a vu A 6 jours avant B, sait-on d'après le tableau s'il pourra observer les corps A et B le même jour? Là encore, la réponse est non, puisque le 6 du tableau, il apparaît pour x égale moins 1 et y égale moins 1. Ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait reculer dans Enfin, il faudrait faire reculer les astres. X et y représentent les tours de chaque astre et les périodes de chaque astre. Et donc là, si vous avez une période négative, ça veut dire qu'il faudrait revenir dans le temps, finalement. Donc non.
Ensuite, on vous dit qu'on considère dans le plan muni d'un repère la droite d'équation 80x moins 186y égale 6. On vous demande quel est le point de la droite D connaît-on, quel point de la droite D connaît-on d'après le tableau. Donc il suffit d'aller voir dans votre tableau quand est-ce que 180x moins 186y est égal à 6. On vient de le dire, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 1. Maintenant, on vous demande de préciser un vecteur directeur de D. Alors là, en fait, l'équation qu'on vous a donnée, on peut la réécrire 180x moins 186y moins 6 égale 0. C'est une équation cartésienne de droite, donc vous avez vu ça l'année dernière. Le vecteur directeur, c'est alors, quand vous avez une équation cartésienne écrite sous la forme ax plus by plus c égale 0, le vecteur directeur, c'est moins b a, ses coordonnées, enfin, un des vecteurs directeurs. Donc là, si je prends moins b, ce sera 186 et a, ce sera 180. Donc le vecteur directeur, ce serait 186, 180. Et donc, on vous demande en déduire d'autres points de D à coordonnées entières positives. Bah, vous repartez du point connu et puis vous ajoutez les coordonnées du vecteur directeur. Donc une première fois et puis une deuxième fois, on obtient ces coordonnées, ces nouvelles coordonnées de points. Ensuite, on vous dit la réponse à l'astronome est-elle unique? Ben, la réponse, encore une fois, est non, hein, puisqu'on vient de voir qu'on peut déjà trouver les coordonnées de deux points qui se trouvent sur la droite, c'est-à-dire qu'on peut trouver des périodes de parcours des corps A et B différentes avec ces deux réponses déjà qu'on a ici. Donc non, la réponse n'est pas unique. Alors maintenant, on va partir sur une démonstration un peu plus théorique. Donc soit A et B, deux entiers naturels non nuls, et on considère l'ensemble des entiers qui s'écrivent AX moins BY. C'est X et Y varient, A et B sont fixés, et on regarde l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous cette forme. On vous demande de démontrer que E+, l'ensemble des entiers de E strictement positifs, est non nul. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est choisir pour valeur de X de B, pour valeur de Y A. Ce sera bien strictement positif, des valeurs strictement positives, puisque en fait, B et A sont des entiers naturels non nuls. Et donc, quand on calcule AX moins BY, ça va donner ici A fois X, donc 2B, moins B fois Y, donc fois A. Donc, ça nous donne en fait 2AB moins AB, ça va vous donner AB. Et donc, A et B étant strictement positifs, leur produit sera strictement positif aussi. Donc, on a trouvé un nombre qui s'écrit sous la forme AX moins BY qui est strictement positif. Ça veut donc dire que l'ensemble E+, il est non vide. Et on vous demande en déduire qu'il admet un plus petit élément. Bah, vous avez une partie d'entiers, un sous-ensemble en fait d'entiers relatifs qui n'est pas vide et qui est par contre minoré par 0, puisque on regarde l'ensemble des entiers qui sont strictement positifs. Donc c'est une partie non vide et minorée, donc je peux trouver un plus petit élément qu'on notera D. Et on vous dit, hein, il existe deux entiers x0 et y0 tels que D s'écrivent ax0 moins by0. Hein. D, c'est un élément de E+, donc il peut s'écrire sous cette forme et il sera strictement positif. Alors ensuite, on vous demande de montrer que tout multiple de D est un élément de E. Donc je vais prendre un entier K pour écrire un multiple de D, donc qui s'écrivent KD. Et donc D, on vient de voir que ça s'écrit sous la forme AX0 moins BY0. Donc je remplace. Et si je développe et que je réorganise un petit peu mes facteurs, cette expression, je peux la réécrire A fois KX0 moins B fois KY0. Donc c'est-à-dire A fois un entier moins B fois un entier. C'est exactement comme ça que s'écrivent les éléments qui appartiennent à l'ensemble E. Donc tous les multiples de D vont appartenir à E. Ensuite, on vous donne un élément qu'on appelle grand N de E et R reste dans la division euclidienne de N par D. Donc on vous demande de démontrer que R est un élément de E. Donc
faut se rappeler donc que n est un élément de E, donc il va pouvoir s'écrire sous la forme n égale ax moins by. Et puis, ensuite, j'écris la division euclidienne de n par d. Donc ça va être dq plus r avec q et r des entiers. Et surtout, r va être compris entre 0, va être positif, et va être strictement plus petit que le diviseur d. Donc, du coup, ça veut dire que r, ça va être n moins dq, je passe de l'autre côté, et n, on se rappelle qu'on l'avait écrit sous la forme ax moins by, et d sous la forme ax0 moins by0. Donc, même chose que tout à l'heure, en distribuant et en réorganisant un petit peu mes termes, là je vais avoir du ax, là du ax0 fois q. Donc j'ai un facteur commun qui est h, factorise, donc ça me donne ax moins qx0. Et même chose, là je vais avoir moins by, et puis moins by0 fois q. Donc si je factorise par moins b, ça me donne y moins q y0. Donc j'ai bien écrit r sous la forme a fois un entier, moins b fois un entier. Donc r appartient bien à E. Ensuite, on vous dit l'entier R, donc je vous avais dit de corriger, hein, peut-il appartenir à E+. Alors, il faut se rappeler que ce qu'on a vu, c'est que R, il est strictement plus petit que D. Or, D, c'était le plus petit élément de E+. Donc, si c'est le plus petit élément et que R est encore plus petit que D, ça ne peut pas être un élément de E+. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. R ne peut appartenir à E+, car R est strictement plus petit que D, et D, c'est le plus petit élément de E+. Alors ensuite, on vous dit en déduire que R est égal à 0, et que donc que N est multiple de D. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que R, il n'appartient pas à E+, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être strictement positif, parce que, pour les raisons qu'on vient d'invoquer, il ne peut pas être strictement positif, mais quand même, on a dit qu'il était positif. Donc s'il ne peut pas être strictement positif, mais qu'il est positif, c'est qu'il ne reste plus qu'une solution, c'est qu'il soit nul. Donc R est égal à 0, et si R est égal à 0, ça veut dire que D va s'écrire dq tout simplement, donc c'est un multiple de D. On vous demande en déduire que E est l'ensemble des multiples de D. Alors là, en fait, il n'y a rien à faire, c'est juste on récapitule un petit peu ce qu'on a vu dans les questions précédentes. Dans la question 2, on a dit que si un nombre est multiple de D, alors c'est un élément de E. Et dans la question 3, on a dit que si un nombre est un élément de E, alors c'est un multiple de D. Donc là, on vient de démontrer qu'un nombre est multiple de D si et seulement si c'est un élément de E, ce qu'on peut reformuler en disant que E est l'ensemble des multiples de D. Ensuite, on vous demande de démontrer que A et B appartiennent à E. Alors, même chose, là il suffit de trouver un x et un y qui vont permettre d'écrire A sous la forme ax moins by. Pour écrire A, il suffit de prendre x égale 1, y égale 0, et ça marche très bien. Donc, on a bien A appartient à E. Et puis, même chose pour B, il suffit de prendre x égale 0 et y égale moins 1. Ça nous donne bien ax moins by égale B, donc B appartient bien à E. Et en déduire que D est un diviseur commun de A et de B, on vient de dire que A et B appartiennent à E. Or, E, c'est l'ensemble des multiples de D. Donc, A et B sont des multiples de D. Ce qui revient à dire que D est diviseur de A et de B. Et s'il est diviseur de A et de B, c'est sous-entendu, c'est un diviseur commun de A et de B. Alors ensuite, on vous demande de démontrer que si D' est un diviseur commun positif de A et de B, alors D' divise D. Donc, si D' divise, donc ce symbole, je pense qu'on l'avait peut-être déjà vu, mais en tout cas ça veut dire divise. Donc si D' divise A et D' divise B, là on vient d'écrire que D' est un diviseur commun de A et de B, on avait vu en début d'année qu'il divise toutes les combinaisons linéaires de A et de B, c'est-à-dire je peux multiplier A par ce que je veux, B parce que je veux, et les additionner, les soustraire, peu importe, de toute façon, D' va diviser ce nouveau nombre. Donc il suffit que comme nombre je choisisse
le fameux x0 et puis ici y0. Et donc là, on réobtient exactement d. Et donc d' divise d. Et si d' divise d, c'est que d' est plus petit ou égal à d. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire tout simplement que D, c'est le PGCD de A et B, puisque ce qu'on vient de dire, c'est que dès que je prends un diviseur commun de A et de B, il va être plus petit que D. Ça veut donc dire que D va être le plus grand des diviseurs communs de A et de B. C'est la définition même du PGCD. Donc, dernière partie, on revient un petit peu au problème étudié. Donc, si l'astronome a vu A n jours avant B, à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur l'entier n pourra-t-il les observer le même jour? Il faut se rappeler qu'au début, ce qu'on voulait résoudre comme équation, c'est 180U moins 186V égale n. Donc, c'est-à-dire, ça revient un petit peu à... cette partie de l'équation revient un petit peu à la partie C qu'on vient de faire, c'est-à-dire les entiers qui s'écrivent AX moins BY. Et donc, on vient de voir que ces nombres-là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les multiples du PGCD de A, c'est-à-dire 180, et B, c'est-à-dire 186. Donc, pour que l'astronome puisse observer les deux corps le même jour, il faut que n soit un multiple du PGCD de 180 et 186, c'est-à-dire un multiple de 6. Alors ça nous amène à la partie suivante du cours, théorème de Bezout et théorème de Gauss. Donc, première propriété, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans notre activité. Si A et B sont deux entiers relatifs, non tous les deux nuls, et D, c'est le PGCD de A et B, il existe U et V entiers relatifs tels que AU plus BV est égal à D. Alors nous, dans l'activité, c'était un moins, mais étant donné que V est un entier relatif, le moins peut rentrer dans le V, et peu importe que ce soit plus ou moins, finalement. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, l'ensemble des entiers qui s'écrivent AU plus BV, où U et V sont des entiers relatifs, c'est l'ensemble des multiples de D. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir dans l'activité, ce qu'on vient de démontrer. Et donc cette propriété permet de déduire le théorème qu'on appelle le théorème de Bezout, et qui dit que deux entiers relatifs A et B sont premiers entre eux, si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV est égal à 1. Alors, un exemple d'application de ce théorème, donc justifier qu'il existe un couple UV d'entiers vérifiant l'égalité 71U plus 19V égale 1. Eh bien, là, on va appliquer tout simplement le théorème de Bezout. Donc, pour le théorème de Bezout, il suffit de regarder 71 et 19. 19 est premier, donc ne divise pas 71, donc 71 et 19 sont premiers entre eux. Donc d'après ce qu'on vient de dire, d'après le théorème de Bezout, il existe deux entiers U et V tels que 71U plus 19V est égal à 1. Alors, la deuxième partie de la consigne, c'est déterminer un tel couple. Alors là, on va avoir besoin de notre algorithme d'Euclide. Donc voilà pourquoi votre programme c'était si intéressant de le faire. Donc, on va lancer notre programme. Donc, moi, je l'ai appelé Euclide. Donc, pour 71 et 19. Et je vais ensuite dans le menu Stats. Et donc, voilà, j'ai ma division euclidienne, les différentes étapes de ma division euclidienne qui s'affichent. Donc, première étape, 71 égale 19 fois 3 plus 14. 19 égale 14 fois 1 plus 5, etc. Donc, je les ai recopiées, ces étapes, et donc, partant de cet algorithme d'Euclide, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la remontée des restes et trouver une valeur de U et une valeur de V qui vérifient cette égalité. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? En fait, on va prendre chacun des restes et on va les exprimer au fur et à mesure en fonction de 71 et de 19. Donc, je commence avec 14, là c'est facile, j'ai juste à passer 19 fois 3 à gauche, et donc ça me donne 14 égale 71 moins 19 fois 3. Ensuite, je fais la même chose pour le deuxième reste, 5. Pareil, j'écris que 5 c'est 19 moins 14 fois 1.
Le problème, c'est que là, j'ai pas exprimé 5 en fonction de 19 et 71, mais en fonction de 19 et de 14. Donc, ce que je vais faire, c'est que 14, on vient de l'exprimer en fonction de 71 et 19, donc je remplace 14 par 71 moins 19 fois 3. Ensuite, j'enlève ma parenthèse pour pouvoir simplifier. Donc ça va me donner 19 moins 71 plus 19 fois 3. Et ensuite, je simplifie en rassemblant les deux termes qui contiennent du 19. Donc là, j'ai un 19 et là, j'en ai 3. Donc finalement, ça va me faire 19 fois 4. Donc, et puis mon moins 71 que je recopie. Maintenant, je recommence avec 4. Donc 4, d'après cette égalité, ça fait 14 moins 5 fois 2. Évidemment, là, je n'ai pas exprimé 4 en fonction de 19 et 71, mais je l'ai fait pour 14 et pour 5. Donc 14, je le remplace par 71 moins 19 fois 3, et 5, je le remplace par moins 71 plus 19 fois 4. Et j'oublie pas donc le fois 2. Là, ensuite, je simplifie, donc je distribue en fait mon x2 pour commencer et mon moins surtout. Donc ça me donne donc, mon moins 71 moins 19 fois 3, je le recopie. Et puis ensuite, ça me donne plus 71 fois 2, moins ou moins, et puis moins 19 fois, et donc 8. Et si je simplifie ensuite, hein, j'ai un 71 là et 2 fois 71 ici, donc ça m'en fait 3. Et puis là, j'ai moins 3 fois 19, moins 8 fois 19. Donc ça me fait finalement moins 11 fois 19. Et ensuite, le dernier reste, 1. On va enfin pouvoir obtenir notre égalité. J'ai donc 1 qui est égal à 5 moins 4 fois 1. Donc j'exprime 5 en fonction de 71 et 19, donc moins 71 plus 19 fois 4. Et puis 4, je l'exprime en fonction, pareil, de 71 et 19. C'était 71 fois 3 moins 19 fois 11. J'enlève ce fois 1 et ce moins, j'enlève la parenthèse. Donc ça me donne moins 71 plus 19 fois 4, moins 71 fois 3, plus 19 fois 11. Donc des 71, j'en ai moins 1 là, moins 3 là. Donc ça me fait 71 fois moins 4. Et puis des 19, j'en ai 4 ici et j'en ai 11 ici. Finalement, j'ai 19 fois 15. Donc finalement, là, avec cette dernière étape, qu'est-ce qu'on vient d'écrire? On vient d'écrire que 71 fois 4 plus 19 fois 15 est égal à 1. Donc, la solution UV égale moins 4, 15 convient. C'est bien une solution de un couple d'entiers qui vérifie cette égalité-là. Alors maintenant, pour terminer, de ce théorème de Bezout, on peut déduire le théorème de Gauss qui dit que si A, B et C sont des entiers non nuls, si A divise le produit BC et si A est premier avec B, alors A divise C. Alors je peux vous montrer rapidement comment ça se déduit du théorème de Bezout. Donc la première chose, c'est qu'on sait que A est premier avec B. Donc si A est premier avec B, ça veut dire que je peux trouver U et V tels que AU plus BV égale 1. Et puis ensuite, deuxième chose, je sais que A divise le produit BC. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de produit BC dans mon égalité. Pour le faire apparaître, je vais tout multiplier par C. Donc ça me fait ACU plus BCV égale C. Et donc, je sais que A divise BC, ça veut dire que BC, je vais pouvoir l'écrire sous la forme AKV. Et donc, là, je vais arriver à factoriser par A. A fois CU plus KV égale C. Et donc là, j'ai bien écrit C comme A fois un entier. Donc, j'ai bien démontré que A divise C.